L'automne avait enveloppé la ville de Lyon dans une étreinte fraîche, et les feuilles dorées tourbillonnaient paresseusement sur les pavés usés de la place Bellecour. Chaque souffle de vent semblait voler un peu plus de chaleur à la ville, rappelant aux passants que l'hiver approchait à grands pas. Parmi eux, invisible pour la plupart, une silhouette frêle se fondait dans le décor. Élise, 9 ans, les joues rougies par le froid, observait le monde avec des yeux immenses et silencieux. Elle n'était pas comme les autres enfants qui couraient après les pigeons ou s'émerveillaient devant les vitrines décorées. Élise, elle, attendait. Tous les jours, dès les premières lueurs du matin jusqu'au soir tombant, elle s'asseyait discrètement près du grand kiosque au centre de la place, son sac élimé sur les genoux. Elle avait appris à disparaître aux yeux de ceux qui ne voulaient pas voir. Sa mère, Claire, autrefois serveuse dans un petit bistrot du quartier des Terreaux, avait perdu son emploi quelques mois auparavant. Depuis, elle vivait dans un refuge communautaire à l'écart du centre-ville, partageant un dortoir avec d'autres femmes en difficulté. Le matin, Claire partait à la recherche de travail, laissant Élise avec quelques consignes. Rester près de la place, ne pas parler aux inconnus, revenir avant la tombée de la nuit. Les vêtements de la fillette pendèrent sur son corps mince, un manteau trop grand récupéré d'un carton de don, des chaussures usées aux lacets disparates et un bonnet qui couvrait à peine ses boucles châtain clair. Mais ce n'était pas la misère qui frappait le plus chez Élise. C'était son regard, un regard qui en disait long sur le silence des nuits froides, les repas sautés, les espoirs trop souvent déçus. Pourtant, ce regard ne portait pas la haine ni la colère, mais une patience résignée mêlée à une étrange curiosité. Ce jour-là, elle était particulièrement attentive. Quelque chose avait changé dans l'air. Peut-être la lumière dorée du soleil de fin d'après-midi. Peut-être l'odeur des plats chauds qui s'échappaient d'un restaurant voisin. Élise se tenait face à l'Étoile d'Or, un établissement connu pour sa cuisine raffinée et sa clientèle élégante. Elle n'osait pas s'approcher, se contentant de regarder de loin les serveurs s'affairer, les clients rire, trinquer, parler fort, sans se soucier de qui pouvait les entendre. Chaque éclat de rire résonnait en elle comme un rappel cruel de ce qu'elle n'avait pas. Mais cela ne la rendait pas amère. Au contraire, elle imaginait les plats, leur goût, leur chaleur. Elle se demandait s'il restait parfois quelque chose, une assiette à moitié pleine, un pain oublié. Elle avait entendu dire que certains restaurants jetaient de la nourriture encore comestible. C'était peut-être vrai ici aussi. Vers la fin de l'après-midi, Élise vit un serveur sortir par la porte latérale du restaurant. Il tenait une grande boîte en plastique remplie de restes. Son cœur s'accéléra. Elle attendit qu'il s'éloigne légèrement, puis se leva avec précaution, resserrant son manteau sur elle. Chaque pas vers cette porte lui semblait un défi. Elle ne savait pas si elle aurait le courage de parler, mais quelque chose, un mélange de faim et d'espoir la poussait. Arrivée à quelques mètres du serveur, elle s'arrêta net. Sa gorge était sèche, ses mains tremblaient. Elle prit une inspiration et murmura, presque inaudible, « Est-ce que je peux manger les restes ?» Le serveur s'arrêta, surpris. Il tourna lentement la tête vers la petite fille. Son regard glissa sur elle, d'abord avec perplexité, puis avec une gêne visible. Il ne répondit pas tout de suite. Élise baissa les yeux, regrettant déjà ses mots. Le silence devenait lourd, presque douloureux. Mais avant que le serveur n'ait pu formuler une réponse, un bruit de pas s'approcha par derrière. Élise sentit une présence. Quelqu'un venait d'assister à toute la scène. Elle n'osa pas se retourner. Ce quelqu'un s'arrêta à quelques pas d'elle. Le serveur, en reconnaissant l'homme, redressa soudainement les épaules, comme s'il venait de croiser une autorité inattendue. L'homme en question n'était pas n'importe qui. Sans savoir pourquoi, Élise sentit que ce moment, ce simple instant figé entre elles, un plateau de restes et un regard inconnu, allait changer quelque chose. Peut-être pas tout de suite, mais quelque chose. Elle leva enfin les yeux, et ce qu'elle vit dans le regard de cet homme n'était ni pitié ni dédain. C'était autre chose, quelque chose de profond, quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore, mais qui allait bientôt bouleverser sa vie. La lumière dorée de la fin d'après-midi s'étirait doucement sur les murs du restaurant L'Étoile d'Or, alors que l'agitation du service s'intensifiait à l'intérieur. Élise, encore figée, n'osait plus bouger. Sa petite voix résonnait encore dans l'air, suspendue entre l'indifférence habituelle du monde et une réponse qu'elle n'osait espérer. Le serveur, un jeune homme au visage fatigué, semblait hésiter.
Ce n'était pas qu'il ne voulait pas aider, mais il savait que la direction du restaurant ne voyait pas d'un bon œil les gestes de charité visibles. Donner des restes, c'était admettre qu'il y avait du gaspillage. Pourtant, cet enfant devant lui, le regard bas, les mains tremblantes dans les poches de son manteau trop grand, le touchait malgré lui, mais ce n'était pas lui qui allait prendre la décision. Car derrière Élise, un homme venait de s'approcher. Sa silhouette droite, élégante, contrastait fortement avec l'environnement modeste du quai de service. Il portait un long manteau sombre parfaitement taillé, et ses chaussures impeccables trahissaient une aisance que peu de gens osaient afficher avec autant de sobriété. Ses cheveux grisonnants, coiffés avec soin, dégageaient un certain charisme naturel, presque autoritaire sans en avoir l'air. Le serveur, en reconnaissant Antoine Morel, se raidit immédiatement. Il le connaissait de réputation, mais aussi de vue. L'homme était venu déjeuner ici à plusieurs reprises, toujours discret, mais clairement respecté. Ce jour-là, il devait rencontrer le directeur du restaurant pour discuter d'un partenariat en faveur d'un projet culinaire éducatif. Une de ces nombreuses initiatives philanthropiques, bien que souvent menées à distance. Mais en sortant par cette porte latérale, il ne s'attendait pas à une scène aussi déstabilisante. Il avait vu la petite s'avancer, avait entendu sa question et s'était arrêté net. Il resta quelques secondes sans dire un mot, les yeux rivés sur la silhouette fragile d'Élise. Quelque chose dans sa posture, dans sa voix, dans la retenue presque douloureuse de son geste, l'avait profondément frappé. Il n'était pas du genre à se laisser émouvoir facilement. Il avait vu la misère, la détresse, les demandes sincères comme les manipulations. Il finançait plusieurs associations, avait l'habitude des causes sociales. Mais cette fois, ce n'était pas la misère anonyme. C'était une petite fille, là, devant lui, à moins de 2 mètres, et elle ne lui était pas totalement étrangère, sans qu'il sache encore pourquoi. Il fit un pas vers le serveur et dit d'un ton calme mais ferme « Apporte-lui un vrai plat, pas des restes, ce qu'il y a de mieux aujourd'hui, et un chocolat chaud. » Le serveur cligna des yeux, hésitant. « Monsieur Morel, je ne sais pas si... C'est moi qui paie. Et si quelqu'un pose une question, tu diras que c'est un client, c'est tout. » Il sortit son portefeuille, glissa un billet entre les mains du serveur et ajouta « Et sers-la comme tu me servirais moi. Elle le mérite. » Le jeune homme acquiesça, visiblement soulagé de ne pas avoir à prendre la responsabilité de cette décision. Il rentra précipitamment dans le restaurant pendant qu'Antoine restait là, silencieux, face à l'enfant. Élise n'osait toujours pas le regarder droit dans les yeux. Elle ne comprenait pas qui était cet homme, ni pourquoi il s'intéressait à elle. Elle attendait qu'il parle ou qu'il parte. L'une ou l'autre option lui semblait plus logique que cette étrange suspension du temps. Mais il ne fit ni l'un ni l'autre. Il resta là, observant. Puis, dans un élan de douceur inattendue, il s'accroupit légèrement pour se mettre à sa hauteur. « Comment tu t'appelles » Elle hésita, surprise par le ton doux de la voix. « Élise. Tu es venue seule » Elle hocha la tête. « Ma maman cherche du travail. Elle revient quand le soleil se couche. » Antoine sentit une gêne dans sa gorge. Cette petite phrase, dite avec une normalité désarmante, le désarma complètement. Il n'était pas venu pour ça. Il n'avait pas prévu de s'attarder. Et pourtant, il se surprenait à vouloir en savoir plus, à ressentir une inquiétude qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Il se releva lentement et dit « Tu peux t'asseoir sur le banc là-bas. Ils vont t'apporter quelque chose de chaud. » Elle le regarda enfin, brièvement, puis marcha jusqu'au banc en bois verni, un peu à l'écart de la porte. Il la suivit à distance et s'assit à l'autre extrémité. Le serveur arriva quelques minutes plus tard avec un plateau soigneusement dressé. Une assiette fumante, une boisson chaude, des couverts en métal. Élise ouvrit de grands yeux, comme si elle craignait que tout disparaisse. Elle mangea lentement avec une concentration presque sacrée, remerciant d'un simple regard l'homme silencieux à ses côtés. Antoine la regardait sans parler, mais 1000 pensées l'envahissaient. Le geste de ses mains, la façon dont elle tenait sa cuillère, le petit sourire discret qu'elle esquissa en goûtant le chocolat chaud, tout lui semblait étrangement familier. Il ne comprenait pas ce qu'il ressentait. Il y avait dans l'attitude de cet enfant quelque chose qui réveillait en lui des souvenirs enfouis, une mémoire ancienne, une époque qu'il avait tenté d'oublier, enterrée sous des années de réussite, de décisions froides, de chiffres et de contrats. Lorsqu'Élise eut terminé son repas, elle posa doucement sa serviette sur l'assiette vide.
Elle semblait hésiter à partir, comme si elle attendait une permission. Antoine se leva. « Tu habites loin d'ici ?»« Un peu. Dans un refuge, pas loin du Rhône. Tu peux me montrer ?» Elle le fixa, incertaine. Il ajouta rapidement « Je te promets que je ne te ferai rien. Je veux juste m'assurer que tu rentres bien, et peut-être parler un peu avec ta maman si elle veut. » Elle acquiesça lentement, sans mot dire. Ils marchèrent côte à côte dans le froid tombant. Antoine gardait ses distances, respectant le rythme d'Élise. Il ne savait pas encore ce qu'il allait dire à la mère. Il ne savait pas pourquoi il avait besoin de la voir, mais il sentait au fond de lui que cette rencontre n'était pas le fruit du hasard. Arrivés à l'entrée du centre d'hébergement, Élise s'arrêta. « C'est ici. » Antoine hocha la tête. « Merci. Tu as été très courageuse. » Elle haussa les épaules comme si elle ne comprenait pas ce que cela avait de spécial. « Je voulais juste manger un peu. » Il la regarda s'éloigner, traverser le portail, puis disparaître à l'intérieur. Il resta là quelques instants, figé, comme retenu par une force invisible. Et alors qu'il allait repartir, une voix retentit derrière lui. « Vous cherchez quelqu'un » Il se retourna. Une femme d'une trentaine d'années, les traits tirés, se tenait à l'entrée du bâtiment. Elle portait un manteau usé, et son visage, bien que fatigué, gardait une certaine dignité. « Je m'appelle Claire. Élise m'a dit qu'un homme l'avait aidée. » Antoine se sentit soudain envahi par un frisson. Ce nom, ce visage. Quelque chose clochait, et ce n'était que le début. Antoine resta silencieux un instant, comme suspendu entre deux temps. Le nom que la femme venait de prononcer résonnait dans son esprit avec une intensité dérangeante. Claire. Il tenta de se convaincre qu'il s'agissait simplement d'une coïncidence, un prénom commun porté par des milliers de femmes en France. Pourtant, alors qu'il la regardait de plus près, quelque chose en elle troublait ses certitudes. Ce n'était pas son apparence, bien qu'elle fût marquée par la fatigue et les épreuves. C'était autre chose, une impression lointaine, comme une image oubliée qui revient sans prévenir. Claire semblait, elle aussi, légèrement méfiante. Son regard allait des yeux d'Antoine à ses mains, puis à ses chaussures, comme pour évaluer qui il était réellement. Elle ne connaissait pas cet homme, mais sa prestance et sa tenue parlaient pour lui. Ce n'était pas un travailleur social, ni un bénévole du refuge. Elle le savait d'instinct. Il appartenait à un autre monde. « Vous êtes le monsieur du restaurant ?» demanda-t-elle. « Oui, » répondit-il simplement. « J'étais là par hasard. J'ai vu votre fille. Elle m'a touché. » Elle hocha la tête sans sourire. « Elle est courageuse, trop pour son âge. » Antoine hésita, puis fit un pas vers elle. « Je ne veux pas paraître intrusif, mais j'aimerais comprendre. Si vous acceptez de parler quelques minutes. » Claire le regarda un long moment, pesant le pour et le contre. Finalement, elle s'écarta légèrement de la porte. « Entrez, il y a une salle commune. On pourra s'asseoir. Ce ne sera pas très confortable, mais c'est au chaud. » Ils traversèrent un couloir aux murs ternis, où résonnaient les bruits d'enfants jouant à demi-voix et de femmes discutant à voix basse. Des odeurs de soupe, de linge humide et de désinfectants se mélangèrent dans l'air, composant un tableau de vie précaire mais organisé. Dans la salle commune, quelques fauteuils usés étaient disposés autour d'une table basse. Claire lui indiqua un siège, puis s'assit en face de lui, les mains jointes sur ses genoux. « Vous êtes sûr de vouloir entendre mon histoire ?» demanda-t-elle, un brin ironique. « Je n'en suis pas sûr, non. Mais j'ai besoin de comprendre pourquoi cette petite fille m'a bouleversé à ce point. » Elle le fixa, intriguée. Antoine n'était pas du genre à s'ouvrir. Pourtant, il sentait que quelque chose de fondamental se jouait ici. Et ce n'était pas une simple réaction de compassion. « J'ai connu quelqu'un qui vous ressemblait, dit-il soudain, il y a longtemps. Mais je peux me tromper. » Claire le regarda, surprise. « On m'a souvent dit que je ressemblais à ma mère. Mais si vous parlez de moi, je doute que ce soit le cas. » Un silence pesa entre eux. Puis, comme par automatisme, Claire sortit de la poche intérieure de son manteau une petite photographie pliée et abîmée. Elle la regarda un instant, puis la posa sur la table. « C'est vieux, mais c'est tout ce qu'il me reste. » Antoine sentit son cœur rater un battement. Sur la photo, un jeune homme souriait, bras autour de Claire, dans ce qui semblait être un parc ou une fête populaire. Le regard franc, les cheveux légèrement en bataille, un visage qu'il connaissait par cœur. « Gabriel » murmura-t-il. Claire releva la tête, visiblement surprise. « Vous le connaissiez ?» Il se redressa lentement dans son siège.
Son regard n'était plus seulement fixé sur la photo, mais sur une ligne du temps qu'il croyait révolue. « Je suis son frère », dit-il enfin. Le silence qui suivit cette déclaration fut dense, chargé d'incrédulité et de choc mêlés. Claire resta bouche bée, incapable de formuler une pensée cohérente. Antoine, lui, semblait vidé, comme si ces quelques mots avaient consumé toute son énergie. « Son frère ?» répéta-t-elle, comme pour s'assurer qu'elle avait bien entendu. « Nous avons grandi ensemble, à Marseille. Mais une dispute, enfin une série de disputes, des choix de vie différents. On s'est éloignés, et puis, plus rien. Il a disparu de ma vie. J'ai cherché, brièvement, il y a des années, sans succès. Et je n'ai jamais su. » Il s'interrompit, incapable de poursuivre. Claire, de son côté, était passée de la stupeur à une forme de tristesse résignée. « Il est mort, » dit-elle simplement. « Il y a 5 ans. Un accident. On vivait à Montélimar à l'époque. Il n'avait plus de contact avec personne de sa famille. Il ne parlait pas beaucoup de son passé, juste de vous. Une fois, il disait que vous étiez brillant et têtu. » Antoine ne put s'empêcher de sourire, malgré la douleur. Il n'avait pas tort. Il reprit la photo, la regarda longuement puis la reposa délicatement. Un poids nouveau s'abattait sur ses épaules. Il venait de comprendre que cet enfant, celle qui lui avait demandé à manger sans lever les yeux, était sa nièce, la fille de son frère disparu. Et Élise, elle sait qui était son père? Oui, je lui en parle, mais elle était très jeune quand il est parti. Elle a peu de souvenirs. Je n'ai jamais pu lui offrir plus que des mots et cette photo. Antoine passa une main sur son visage. Les contours du monde semblaient s'être déplacés autour de lui. Tout ce qu'il croyait solide vacillait sous ses pieds. « Je n'arrive pas à croire que je sois passé si près d'elle sans savoir. » Claire le regardait, désormais moins méfiante. Un soupçon de compréhension passait dans ses yeux. « Vous ne pouviez pas savoir. Et puis, à vrai dire, j'ai essayé de contacter votre famille après la mort de Gabriel. On m'a dit que ce n'était pas possible. Que vous étiez injoignable. » Il acquiesça. Cela ne l'étonnait pas. Il vivait entouré de filtres, de barrières, de gens payés pour gérer les sollicitations. Le système a fait ce qu'il sait faire, fermer les portes à ceux qui ont besoin. Claire se leva. « Je vais chercher Élise. Si vous voulez lui parler, c'est vous qui voyez. » Antoine resta seul quelques secondes. Son regard se perdit dans le vide. Une fillette qu'il ne connaissait pas, mais qui portait son sang. Une histoire de famille qu'il croyait enterrée et qui refaisait surface au détour d'une rue. Il se leva juste au moment où Claire revenait, accompagnée d'Élise. Elle s'arrêta, regardant tour à tour sa mère et Antoine. « C'est lui, le monsieur du restaurant ?» demanda-t-elle doucement. Claire acquiesça. Antoine se mit à genoux devant elle. Cette fois, il la regardait avec la certitude de ce qu'il savait. « Je suis ton oncle, Élise. » Elle le fixa, un peu confuse. Puis, lentement, elle tendit la main. Il la prit avec précaution comme on saisit quelque chose de précieux et fragile. Et dans cette simple étreinte, tout venait de basculer. Le soir tomba sur Lyon, enveloppant la ville dans une lumière bleutée et une fraîcheur de plus en plus mordante. Les lampadaires s'allumèrent les uns après les autres, dessinant une ligne lumineuse à travers les rues pavées du quartier. Antoine marchait lentement en direction de son appartement, situé sur les hauteurs de la Croix-Rousse, mais ses pensées restaient bloquées dans cette salle commune où la vérité s'était imposée à lui sans crier gare. À mesure qu'il gravissait les ruelles silencieuses, un flot de souvenirs anciens, qu'il croyait pourtant enfouis pour de bon, remontait à la surface. Il avait devant les yeux l'image d'Élise, sa petite main dans la sienne, ce regard à la fois curieux et prudent qui semblait scruter les contours du monde sans jamais s'y sentir tout à fait chez elle. Il y avait dans son attitude une sorte de discipline silencieuse, un instinct de survie forgé par la précarité. Mais ce qui avait véritablement déstabilisé Antoine, ce n'était pas seulement le fait qu'elle soit sa nièce. C'était cette impression sourde, presque douloureuse, de se reconnaître en elle, comme s'il se regardait dans un miroir fragmenté, renvoyé à une époque qu'il s'était efforcé d'oublier. Il se souvint alors de son propre passé à Marseille, dans un quartier populaire où lui et Gabriel avaient grandi entre des murs humides et les cris constants d'une mère dépassée par la vie. Leur père, ouvrier portuaire, avait quitté le foyer quand ils étaient encore enfants, laissant 2 garçons à la dérive. Antoine, l'aîné, avait rapidement endossé le rôle de protecteur.
Il travaillait dès l'âge de 14 ans dans une boulangerie, livrant des pains avant l'aube pour aider aux dépenses. Gabriel, plus rêveur, s'attachait à la musique et aux livres. Ils étaient proches, fusionnels même, jusqu'au jour où leurs chemins avaient brutalement divergé. Antoine, pressé de fuir la pauvreté, avait décroché une bourse et quitté Marseille pour Paris, puis Lyon. Gabriel, lui, était resté. Il avait refusé ce qu'il appelait le monde froid de l'ambition, préférant les petits boulots et une vie modeste, mais libre. Leur dernier échange, Antoine s'en souvenait avec une précision douloureuse. Une dispute violente au sujet d'un héritage familial insignifiant mais symbolique. Des mots trop durs avaient été prononcés, des blessures avaient été ouvertes et aucune réconciliation n'avait jamais eu lieu. Il n'avait plus entendu parler de son frère depuis plus de 15 ans. Et maintenant, cette petite fille. Une vie entière qu'il avait ignorée. Des années volées par l'orgueil, la distance, le silence. Il ne savait pas encore comment réparer cela, ni même s'il en avait le droit. Mais il savait une chose. Il ne pouvait plus se détourner. Ce soir-là, il ne dormit pas. Il passa des heures assis dans son salon, entouré de livres et de dossiers, le regard vide. Il se leva plusieurs fois pour ouvrir d'anciens cartons entassés dans un coin de son bureau. Des photos d'enfance, des lettres, des carnets, tout ce qu'il avait conservé de cette époque révolue. Parmi les papiers jaunis, il retrouva une carte postale envoyée par Gabriel peu après leur rupture. Une simple carte représentant le port de Sète, avec au dos quelques mots « J'espère que tu vas bien, je t'en veux encore, mais je pense à toi ». Antoine sentit un pincement violent au cœur. Il n'avait jamais répondu. Le lendemain matin, il appela Juliette, sa fidèle assistante. Elle travaillait pour lui depuis plus de 10 ans, gérait son agenda, ses relations publiques, ses engagements caritatifs. Il lui demanda de le rejoindre à son bureau plus tôt que prévu. « Je veux que tu m'aides à retrouver tous les documents possibles sur Gabriel Morel. Naissance, emploi, hospitalisation, tout ce que tu peux. » Juliette ne posa pas de questions. Elle savait que ce ton-là n'admettait pas de discussion. Pendant les jours qui suivirent, Antoine s'immergea dans cette enquête personnelle comme il ne l'avait jamais fait auparavant. Il contacta les mairies, les hôpitaux, fouilla dans les archives notariales, retraça les dernières années de son frère comme on assemble les pièces d'un puzzle oublié. Chaque nouvel élément lui arrachait un peu plus le souffle. Gabriel avait enchaîné les difficultés. Chômage, logement instable, problèmes de santé. Claire était restée à ses côtés malgré tout. Ensemble, ils avaient tenté de construire une vie, même fragile, même bancale. Ce fut dans un dossier de l'hôpital de Montélimar qu'Antoine découvrit la date exacte du décès de Gabriel. Une note médicale indiquait qu'il avait été victime d'un accident de vélo, percuté par une voiture à la sortie d'un rond-point. Il avait été transporté d'urgence mais n'avait pas survécu. Claire avait été notifiée, mais aucun autre membre de la famille n'avait été contacté. Les papiers mentionnaient l'absence de proches référencés. Antoine resta de longues minutes devant l'écran, incapable de détourner le regard. Il sentait une brûlure sourde derrière les yeux, une colère froide tournée contre lui-même. Comment avait-il pu se déconnecter à ce point? Comment avait-il pu ne pas sentir que quelque chose manquait? Juliette l'observait depuis l'embrasure de la porte. Elle n'avait jamais vu son patron dans un tel état de vulnérabilité. « Tu veux que je continue ?» demanda-t-elle avec prudence. « Oui, je veux tout, même les choses qui font mal. » Il passa la nuit suivante à relire les lettres échangées dans leur enfance, à observer les photos où il riait, jeune et insouciant. Il retrouva même une vieille cassette audio sur laquelle Gabriel jouait de la guitare, enregistrée un été dans leur chambre partagée. Le son était abîmé, mais la mélodie restait reconnaissable. Antoine l'écouta en boucle, les yeux fermés, revivant chaque détail. Et puis au petit matin, une pensée s'imposa à lui. Claire et Élise vivaient toujours dans ce refuge. Rien n'avait changé pour elles, sinon une révélation inattendue. Mais lui, il ne pouvait plus faire semblant. Il devait leur proposer quelque chose, pas par pitié ni par devoir, parce que c'était juste, parce qu'il leur devait une présence, et surtout parce qu'il avait enfin compris que ce lien ne pouvait plus être ignoré. Il attrapa son manteau, traversa la ville encore endormi et se dirigea vers le refuge. Cette fois, il n'allait pas observer de loin, ni attendre que les circonstances décident à sa place. Il allait parler, proposer, peut-être convaincre, mais il irait jusqu'au bout, car dans les gestes d'Élise, dans ses silences, il avait retrouvé ce qu'il croyait perdu, le souvenir d'un frère,
et avec lui, la possibilité d'une rédemption. Le hall du refuge communautaire était silencieux lorsque Antoine y pénétra une nouvelle fois. C'était un matin gris, humide, et l'air froid semblait filtrer même à travers les murs. Il ne s'annonça pas immédiatement à l'accueil. Il connaissait déjà le chemin, comme si, en quelques jours, ce lieu si éloigné de son quotidien avait soudainement pris une place centrale dans sa trajectoire. Il avançait avec prudence, presque avec respect, conscient de l'univers fragile qu'il pénétrait. Dans les couloirs, quelques enfants jouaient avec des morceaux de carton transformés en voitures ou en maisons miniatures. Une femme en robe de chambre préparait du thé dans une cuisine collective. Rien n'était luxueux, mais tout transpirait une forme de résilience collective. Claire apparut au fond du couloir, une couverture sur les épaules, surprise de le voir à une heure aussi matinale. Elle n'avait pas maquillé ses cernes, ni tenté de camoufler la fatigue qui s'accumulait depuis des années. Elle s'approcha lentement, les sourcils froncés, comme si elle redoutait la raison de cette visite. « Vous êtes revenu », murmura-t-elle, plus étonnée que méfiante. « J'ai beaucoup réfléchi », répondit Antoine. « Je ne suis pas venu imposer quoi que ce soit. Je veux juste discuter. » Elle acquiesça, puis l'invita à la suivre jusqu'à une petite salle attenante, vide à cette heure-là. Quelques chaises en plastique, une table bancale, un néon clignotant au plafond. Ils s'assirent face à face, et cette fois le silence s'installa plus rapidement que la dernière fois. Claire paraissait moins sur la défensive, mais pas encore détendue. Elle l'observait avec cette attention réservée aux gens qui ont appris à lire les intentions derrière les mots. « Qu'est-ce que vous avez en tête ?» demanda-t-elle, les bras croisés. « Je veux aider, mais pas comme on distribue des billets dans la rue. Je ne suis pas un sauveur, ni un messie. Je veux faire partie de la vie d'Élise, lui offrir quelque chose de stable, la connaître, l'accompagner. » Claire posa les mains sur la table, l'une sur l'autre. Elle prit le temps de formuler sa réponse. « Vous arrivez dans sa vie après 9 ans d'absence. Ne le prenez pas mal, mais pour elle, vous êtes un étranger, même si vous êtes son oncle. Ce lien, aussi réel soit-il sur le papier, ne se crée pas en une semaine. Je le sais. Je ne veux pas la forcer à m'aimer. Mais je veux qu'elle sache que je suis là, pas seulement pour lui offrir un toit ou des repas, mais parce que c'est ce que Gabriel aurait voulu. » Elle sembla touchée à la mention de Gabriel. Elle baissa les yeux un instant, comme si ce nom contenait encore une douleur vive. Puis elle sortit de son sac une enveloppe usée, un peu froissée, et la posa sur la table entre eux. « J'ai gardé ça depuis des années. Je pensais que ça ne servait à rien de le montrer à Élise. Peut-être que j'avais tort. » Antoine ouvrit délicatement l'enveloppe. À l'intérieur, il trouva plusieurs photos, certaines en couleur, d'autres en noir et blanc. Sur l'une d'elles, Claire et Gabriel souriaient, assis sur un banc dans un parc, un landau à côté d'eux. Élise devait avoir quelques mois à peine. Sur une autre, Gabriel tenait sa fille dans les bras, ses yeux rieurs trahissant un bonheur simple, fragile mais réel. Mais ce fut une photo particulière, coincée au fond de l'enveloppe, qui fit halter Antoine. Elle était froissée et mal découpée, comme arrachée d'un album. Elle montrait Gabriel adolescent lors d'un de leurs rares étés heureux à Marseille. Ils étaient sur la plage, tous les deux, riants, mouillés, le sable collé aux genoux. Il ne se souvenait pas qu'une photo avait été prise ce jour-là. C'était un souvenir qu'il croyait perdu dans le temps. Et là, il le tenait entre ses mains. Il sentit sa gorge se nouer. « Où avez-vous trouvé celle-ci » Gabriel la gardait dans son portefeuille. « Toujours. » Elle était abîmée, mais il refusait de s'en séparer. C'était sa façon de garder un lien avec vous, même si vous ne lui parliez plus. Antoine reposa la photo avec précaution. Il avait envie de dire quelque chose, mais aucun mot ne semblait assez juste. Il se sentait à la fois écrasé par la honte et traversé par une forme de gratitude douloureuse. Malgré la rupture, malgré les années, Gabriel n'avait jamais rompu ce lien complètement. Il l'avait gardé vivant, silencieusement, à travers une image. « Je ne suis pas fier de moi », finit-il par dire. « J'ai tourné le dos. J'ai laissé le silence faire le reste. Et maintenant, je découvre que tout ce que j'ai fui me rattrape à travers une enfant. » Claire ne répondit pas. Elle se leva, ouvrit doucement la porte et fit signe à quelqu'un dans le couloir. Quelques secondes plus tard, Élise entra dans la pièce. Elle tenait une petite peluche par l'oreille, ses cheveux attachés à la va-vite. Lorsqu'elle vit Antoine, elle eut un léger mouvement de recul puis s'approcha prudemment. « Tu peux venir, » dit Claire. « Il ne va pas mordre. » La petite sourit timidement et s'assit à côté de sa mère. Antoine la salua d'un signe de tête,
plus ému qu'il ne l'aurait voulu. J'ai vu des photos de toi quand tu étais bébé. Tu avais déjà ce regard curieux. Élise ne répondit pas tout de suite, mais ses yeux pétillèrent un peu. Papa disait que vous étiez très fort en maths. C'est vrai. Antoine esquissa un sourire sincère. Il exagérait, mais je me débrouillais. Moi, j'aime bien les dessins. Je fais des maisons et des chats, des fois des arbres. Je peux te montrer? J'aimerais beaucoup. Claire les observa échanger sans intervenir. Une tension invisible venait de se dissiper. Ce n'était pas encore de la complicité, mais c'était un début. Antoine regarda Claire. Est-ce que je peux revenir demain? Pas pour parler d'adultes, cette fois. Juste pour passer du temps avec elle. L'aider à dessiner un arbre ou un chat. Claire hésita un instant, puis acquiesça. Si elle est d'accord, oui. Mais ce ne sera pas facile. Il faudra du temps. J'ai tout le temps qu'il faut. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Élise courut jusqu'à une table au fond de la salle et revint avec une feuille pliée. Elle la tendit à Antoine. C'est un dessin pour toi. Je l'ai fait ce matin. C'est pas très beau, mais j'ai essayé. Sur la feuille, on voyait 2 silhouettes debout sous un grand arbre, un petit chat à leurs pieds, et au-dessus, un soleil maladroit, mais lumineux. Antoine sentit sa gorge se nouer une nouvelle fois. Il remercia la petite, la prit brièvement dans ses bras, puis s'éloigna. Ce jour-là, il n'avait pas simplement reçu une photo froissée. Il avait reçu une invitation à réparer ce qui avait été brisé. L'après-midi s'étirait lentement au-dessus de Lyon, dessinant des ombres longues sur les façades pâles des bâtiments du centre. Antoine marchait d'un pas plus lent que d'habitude, le dessin d'Élise soigneusement plié dans la poche intérieure de sa veste. Il n'arrêtait pas d'y penser, pas seulement à cause de la candeur touchante du geste, mais aussi parce qu'il y avait dans cette simple feuille crayonnée quelque chose de profondément symbolique. C'était peut-être la première fois depuis des années qu'il recevait un geste authentique, dénué d'attentes ou de calculs. Élise ne lui demandait rien. Elle lui avait offert quelque chose. Cela suffisait. En rentrant chez lui, il resta de longues heures silencieux. Il annula 2 rendez-vous, ne répondit ni aux mails ni aux appels. Il passa son début de soirée à relire de vieux documents, à observer les visages de son passé à travers les rares photos qu'il avait conservées. Mais aucune image de Gabriel adulte. Juste ce que Claire lui avait donné. Ce vide photographique entre leur adolescence et la mort de son frère le frappait de plein fouet. Il s'était absenté de tant de chapitres. Et maintenant, il devait accepter de reconstruire une histoire à travers des fragments. Le lendemain matin, il retourna au refuge. Claire l'attendait à l'entrée. Élise était en activité avec les autres enfants, et elle avait proposé à Antoine de s'installer dans la même salle que la veille. Il accepta, sachant qu'une discussion sérieuse allait s'engager. Ils prirent place, chacun leur café tiède à la main. « J'ai réfléchi à ce que vous avez dit hier, » commença Claire, « et je crois que je comprends ce que vous cherchez. Mais vous devez comprendre aussi que notre vie n'a jamais été simple. J'ai protégé Élise, comme j'ai pu. Parfois mal, parfois à bout de force. Vous avez été remarquable, » répondit Antoine sincèrement. « Ce que vous avez fait seul, je n'aurais pas eu cette force-là. » Elle esquissa un sourire triste, puis baissa les yeux. Le silence revint, mais ce n'était plus un silence tendu. Il y avait de la reconnaissance dans l'air, une forme de respect qui s'installait doucement entre 2 personnes que tout séparait quelques jours plus tôt. Puis, presque comme si elle cherchait du courage au fond de sa tasse, Claire releva la tête. « Il faut que je vous dise quelque chose. Quelque chose que j'ai jamais vraiment eu l'occasion de raconter à personne, et encore moins à vous. » Antoine hocha lentement la tête. Il se redressa sur sa chaise, attentif. « Quand Gabriel et moi nous sommes rencontrés, c'était dans un centre d'hébergement à Avignon. On n'avait rien. Lui sortait d'un licenciement, moi d'une rupture compliquée avec le père de mon premier enfant, que j'ai perdu peu après la naissance. Gabriel a été le seul à me tendre la main sans rien attendre. Il m'a dit un jour qu'il comprenait la solitude mieux que quiconque. Et c'était vrai. Il portait quelque chose en lui, une tristesse discrète. Il parlait peu de sa famille, très peu. Mais il évoquait souvent un frère, Antoine. Elle marqua une pause, cherchant les mots exacts. Il disait que vous étiez différent, ambitieux, qu'il vous enviait autant qu'il vous en voulait, mais que vous étiez la seule personne qu'il aurait voulu voir à son mariage. Il n'a jamais cessé d'espérer que vous reveniez. Antoine sentit sa gorge se nouer. Il s'efforça de rester immobile, mais la douleur sourde qui remontait en lui était difficile à ignorer. J'ai été idiot. J'aurais pu le chercher plus sérieusement.
Claire secoua la tête. Peut-être. Mais lui aussi aurait pu reprendre contact. Vous étiez deux dans cette histoire. Elle fouilla dans son sac et sortit un carnet à la couverture souple. Elle le feuilleta rapidement avant de tendre une page à Antoine. Dessus, des noms, des dates, des petites annotations. Elle pointa du doigt une ligne. Voilà. Gabriel voulait appeler Élise autrement. Au départ, il avait insisté pour un prénom très particulier. C'était étrange. Il avait dit que ça venait de loin, de l'enfance. Mais finalement, on a choisi ensemble. Élise, c'était plus doux, plus simple. Antoine observa la ligne notée au crayon. Et il lut le prénom qu'il n'attendait pas. Un prénom oublié. Celui de leur grand-mère, celle qui les avait gardés un été entier quand leur mère travaillait jour et nuit. Une femme au caractère bien trempé, mais qui savait consoler avec des chansons italiennes et du pain trempé dans le lait. Ce détail, minuscule mais immense, le frappa en plein cœur. Il se souvenait d'elle, demanda Antoine à mi-voix. Tout le temps. Il disait qu'elle avait été la seule à vraiment comprendre ce qu'il ressentait enfant. Antoine resta figé. Ce souvenir, il l'avait effacé. Par choix, par survie. Il s'était construit en reniant les racines qui l'avaient fait souffrir. Mais Gabriel, lui, avait gardé ce lien vivant. Discret, mais vivant. Et à travers ce prénom qu'il n'avait pas donné à sa fille, mais qu'il avait envisagé, il venait de transmettre un message posthume. Claire referma doucement le carnet. « Je crois qu'il aurait été heureux que vous la connaissiez. Je veux faire partie de sa vie, » répéta Antoine. « Pas à moitié, pas comme un visiteur occasionnel. Je ne peux pas vous promettre que ce sera facile. Vous êtes encore un inconnu pour elle. Alors je vais faire en sorte de ne plus l'être. » Ils se levèrent. Claire le conduisit jusqu'à la salle commune où Élise dessinait avec d'autres enfants. En le voyant, elle s'éclaira d'un sourire discret mais sincère. « Je t'ai gardé une place à côté de moi. » Antoine s'assit, sortit un carnet vierge de sa sacoche et le posa devant elle. « Et si on faisait un dessin ensemble aujourd'hui ?»« D'accord. Tu sais dessiner ?»« Pas vraiment, mais je peux apprendre. » Élise prit un crayon bleu et lui tendit un rouge. « On va faire une grande maison, comme celle que papa voulait construire. » Il sourit. Ce jour-là, au milieu des bruits de crayons et des rires étouffés, Antoine comprit que la réparation ne passerait pas par des discours, ni par des excuses tardives. Elle commencerait là, dans les gestes simples et dans les silences partagés. Les jours suivants se succédèrent dans un rythme nouveau pour Antoine. Il se surprenait à attendre l'heure de l'après-midi avec une impatience inhabituelle, celle où il traversait la ville pour retrouver Élise au centre. Chaque jour, il apportait quelque chose de différent. Un cahier de coloriage, un livre d'histoires illustrées, une boîte de crayons de qualité ou simplement une pâtisserie partagée sur un banc à l'extérieur. Il n'y avait rien de spectaculaire dans ses gestes, mais il tissait peu à peu un lien discret et sincère. Élise, d'abord méfiante, s'était peu à peu détendue. Elle posait des questions, riait parfois, et surtout, elle l'écoutait. Elle avait compris que cet homme n'était pas simplement généreux ou curieux. Il était là pour elle. Mais Antoine ne pouvait pas se contenter de ces moments fugaces. Il sentait en lui une tension sourde, une nécessité plus profonde que les retrouvailles. Comprendre. Comprendre pourquoi Gabriel avait été absent si longtemps de son propre horizon. Pourquoi aucun des signaux, aucune des tentatives de contact ne lui était jamais parvenu. Et surtout, pourquoi une vie entière avait pu se dérouler dans l'ombre sans qu'il n'en perçoive le moindre éclat. Il reprit ses recherches, cette fois de manière plus méthodique. Il avait les ressources, les contacts, l'expérience. Il mobilisa une ancienne connaissance du barreau de Lyon pour obtenir l'accès à certains documents judiciaires et sociaux. Avec Juliette, son assistante, il établit une chronologie précise des mouvements de Gabriel à travers les villes où il avait vécu, Avignon, Montélimar, Valence, puis enfin Lyon. Chaque adresse révélait un épisode, chaque changement de ville, une chute ou une tentative de recommencer. Juliette, toujours discrète mais redoutablement efficace, apportait régulièrement des enveloppes remplies de copies de dossiers, avis d'expulsion, lettres administratives, fiches de paie irrégulières, signalements sociaux. Gabriel avait traversé les marges du système sans jamais réussir à s'y stabiliser. Antoine, en lisant ces documents, découvrait un frère qu'il n'avait pas su voir, un homme fier mais abîmé, déterminé mais souvent débordé. Il avait refusé l'aide par orgueil, puis par résignation. Un élément attira cependant particulièrement l'attention d'Antoine. Une série de courriers
envoyées à l'adresse du siège de l'entreprise Morel Patrimoine. Des lettres manuscrites, toutes rédigées par Claire, datées de plusieurs années en arrière, entre 2010 et 2012. Les lettres étaient simples, parfois mal formulées, mais empreintes de sincérité. Claire y expliquait leur situation, mentionnait la maladie de Gabriel, parlait brièvement d'Élise. Elle demandait simplement un rendez-vous, un contact, une oreille. Mais aucune de ces lettres ne lui était jamais parvenue. Elles ont toutes été interceptées, conclut Antoine, la voix blanche. Juliette hocha la tête, les documents à la main. Il y a une mention sur l'enveloppe intérieure. Réception service courrier, non prioritaire. Et la plupart n'ont même pas été ouvertes. Antoine se leva brusquement. Il fit les 100 pas dans son bureau, incapable de contenir la colère froide qui montait en lui. J'ai passé ma vie entouré de barrières, des filtres, des gens qui décident ce que je dois ou non voir. Et voilà le résultat. Mon frère mourait à quelques centaines de kilomètres et moi je finançais des campagnes de bienfaisance à l'autre bout du monde sans savoir qu'il avait besoin de moi. Vous ne pouviez pas savoir, Antoine, répondit Juliette calmement. Justement, je ne le pouvais pas, parce que j'ai tout mis en place pour ne pas avoir à savoir. Voilà ce que j'ai construit. Un empire qui filtre la douleur. Il s'assit de nouveau, accablé. Juliette posa une main sur le dossier qu'elle tenait encore. Il y a autre chose. Je ne savais pas si je devais vous le montrer tout de suite, mais je pense que vous êtes prêts. Elle sortit une copie d'un document officiel, un rapport d'assistante sociale, daté de l'année du décès de Gabriel. Le rapport faisait état de plusieurs tentatives de Claire pour obtenir un logement pérenne après la mort de son compagnon. Elle y expliquait qu'aucun membre de la famille paternelle n'avait répondu à ses demandes, malgré ses efforts. La dernière ligne du rapport portait une annotation manuscrite. Famille Morel injoignable. Pas de réponse aux sollicitations. Dossier clos. Antoine sentit un poids l'écraser. Il revivait dans ce moment précis le sentiment qu'il avait eu à la lecture de la photo froissée. Celui d'avoir été absent à des moments cruciaux. Mais cette fois, l'absence n'était pas seulement affective ou psychologique. Elle avait eu des conséquences concrètes. Claire et Élise avaient été laissées seules. Non pas parce qu'ils ne les aimaient pas, mais parce qu'ils ne savaient pas. Et parce que ceux qui savaient avaient choisi de ne pas transmettre. Ce soir-là, il prit une décision. Il téléphona directement à Claire. « J'ai découvert des choses qui changent tout. Est-ce que je peux venir te voir ce soir sans Élise? J'ai besoin de te parler franchement. » Elle accepta. Quand il arriva au centre, elle l'attendait dans la même salle commune, un manteau jeté sur les épaules. « Je t'écoute, » dit-elle. Antoine s'assit et posa les copies des lettres sur la table. « Tu avais essayé. Plusieurs fois. Je ne t'en ai pas laissé la possibilité. » Claire regarda les documents sans un mot. Elle hocha lentement la tête, les yeux brillants. « J'avais presque oublié ces lettres. Moi, je ne vais pas les oublier. Et je vais faire en sorte que tout ce système qui vous a ignoré comprenne qu'il y a eu des erreurs. Tu veux t'excuser? Non? Ce n'est pas le moment des excuses. Je veux réparer, pas avec des discours, avec des actes, permanents. » Claire resta silencieuse un moment. « C'est un long chemin, Antoine. Je le sais. Mais c'est celui que je dois emprunter. » Elle referma lentement le dossier puis le poussa vers lui. « Alors commence ici, commence par ne plus t'effacer. » Il acquiesça. Ce soir-là, alors qu'il quittait le centre, Antoine ne regarda pas en arrière. Pour la première fois depuis longtemps, il n'était pas en fuite. Il avançait vers sa nièce, vers sa propre histoire et vers une vérité qu'il avait trop longtemps refusé d'affronter. La pluie battait doucement contre les vitres du grand bureau d'Antoine. Le ciel était lourd, presque immobile, et l'air semblait gorgé d'une tension palpable. Depuis plusieurs jours, il avait du mal à trouver le sommeil. Les nuits s'égrenaient lentement, rythmées par les souvenirs d'un frère trop tôt disparu et les silences accumulés qui, à présent, prenaient la forme de fautes lourdes. Ce n'était pas la culpabilité seule qui le rongeait, mais la lucidité nouvelle avec laquelle il comprenait son rôle passif dans une tragédie familiale longtemps ignorée. Tout ce qu'il découvrait depuis peu avait un poids concret, des lettres non lues, des appels manqués, des opportunités de réconciliation avortées. Il ne s'agissait plus d'un drame abstrait, mais d'une réalité vivante, incarnée dans le regard calme et méfiant d'Élise, dans les traits fatigués de Claire, dans les documents qu'il compulsait chaque soir comme un juge d'instruction déterrant des faits anciens. Juliette, attentive à son changement d'attitude, l'observait sans le questionner de front.
Mais ce matin-là, elle finit par franchir le seuil de son bureau avec une enveloppe à la main, sans même attendre qu'il lui adresse un mot. Cela vient de l'ancienne assistante sociale de Montélimar. Je lui avais écrit pour obtenir un complément d'information sur le suivi de Gabriel et de sa famille. Elle m'a répondu personnellement. Antoine prit l'enveloppe, la regarda un instant sans l'ouvrir, puis la déchira lentement avec soin. À l'intérieur, une lettre manuscrite sur papier à en-tête officielle. La femme expliquait que Gabriel avait effectivement tenté à plusieurs reprises d'obtenir un accompagnement durable, en particulier durant les 2 dernières années de sa vie. Elle confirmait que Claire avait été présente et active, mais que les freins administratifs et le manque de réactivité de certains services avaient rendu les démarches inefficaces. Elle ajoutait une remarque qui le frappa comme un coup dans l'estomac. Gabriel avait mentionné plusieurs fois un frère aîné, qu'il décrivait comme brillant, mais inaccessible. Il disait qu'il avait tenté de le contacter par l'intermédiaire de sa compagne, sans succès. Lors de notre dernier entretien, il m'a dit qu'il n'attendait plus rien de personne, sauf de sa fille. Il parlait d'elle comme de sa dernière chance de laisser une trace digne. Antoine relut la phrase à voix basse. « Dernière chance, une fille comme trace. » Il resta assis longtemps, les mains jointes, la lettre posée devant lui, le regard perdu dans un vide intérieur. Puis, presque mécaniquement, il se leva, prit son manteau et descendit sans prévenir. Il ne se rendit pas directement au centre d'hébergement cette fois, mais fit un détour par la rue de la République. Là, au fond d'une galerie commerçante, il entra dans une petite boutique de papeterie artisanale. Il en ressortit avec un cahier à couverture rigide, vierge, entouré d'un ruban de tissu. Il ne savait pas encore quoi y écrire, mais il sentait qu'il devait commencer à poser les mots quelque part. Il ne s'agirait pas d'un journal ni d'un testament. Peut-être une trace, lui aussi. Quelque chose qu'Élise pourrait lire un jour et qui raconterait non pas ce qu'il avait accompli dans les affaires, mais ce qu'il avait manqué en tant qu'homme, en tant que frère. Arrivé au refuge, il demanda à voir Claire seule. On l'installa dans une salle plus petite, attenante à la cuisine. Claire arriva quelques minutes plus tard, vêtue simplement, le visage tiré par les responsabilités du quotidien. « Tu as l'air épuisé, dit-elle sans ironie. « Je ne dors plus. Je découvre des choses tous les jours, et chaque découverte est plus lourde que la précédente. Tu penses que ça te rendra plus digne aux yeux d'Élise ou de Gabriel? Je ne cherche pas à être digne. Je veux être juste et honnête. J'ai appris récemment que Gabriel n'attendait plus rien sauf d'elle, et qu'il pensait à elle comme à sa seule réussite. Tu imagines ce que ça veut dire, Claire? Qu'il est mort en se croyant inutile, mais en se raccrochant à sa fille comme à une bouée. Et tu as l'impression d'être arrivé trop tard? Je suis arrivé trop tard, mais je suis là maintenant, et je dois faire quelque chose de concret avec ce qu'il reste. » Claire le regarda longuement, puis détourna les yeux vers la fenêtre. Elle semblait chercher ses mots avec prudence. « Tu sais, j'ai longtemps espéré que quelqu'un de sa famille viendrait. Pas pour moi, pour elle. Parce que je savais que je ne pourrais pas tout lui offrir. Je fais ce que je peux, mais parfois je me demande si ça suffira. Alors oui, tu es arrivé trop tard, mais tu es là. Et pour moi, ça compte. » Elle se leva, marcha jusqu'à un petit buffet, ouvrit un tiroir et en sortit un dossier épais. Ce sont les documents de Claire pour la demande de logement autonome. On a essuyé 3 refus en 1 an. Les services sociaux sont saturés. Mais si toi, tu t'en mêles, peut-être que ça bougera plus vite. Antoine prit le dossier. Il ne dit pas qu'il allait s'en occuper. Il ouvrit simplement la première page, la lut avec attention, et continua jusqu'à la dernière. Il avait compris que les promesses n'avaient plus de valeur ici. Seules les actions comptaient. Je vais trouver une solution. Pas une faveur, pas un passe-droit. Une solution stable. Claire l'observa, plus surprise que sceptique. Tu parles différemment, plus doucement. Je pense que j'écoute davantage. Lorsqu'il quitta la pièce, Élise l'attendait à l'extérieur, assise sur une chaise en plastique. Elle tenait un carnet de croquis et griffonnait une série de petits visages ronds aux expressions différentes. Elle lui fit signe de s'approcher. « Tu veux voir ?»« Bien sûr. » Elle ouvrit le carnet à la page suivante. Un visage souriant, puis un visage triste. Puis un autre qui semblait hésiter entre les deux. « Celui-là, c'est toi, dit-elle en montrant le dernier. Pourquoi ? Parce que je crois que tu ne sais pas encore si tu es triste ou content d'être ici. » Antoine sourit. Il savait que cette remarque venue d'un enfant valait 1000 analyses. Elle avait vu juste. « Je crois que je suis les deux à la fois. Moi aussi, parfois. » Il la regarda refermer doucement son carnet. «
Ce jour-là, il comprit que la vérité, même lorsqu'elle fait mal, peut devenir une passerelle. Pas pour effacer le passé, mais pour enfin avancer. Le ciel de Lyon, ce matin-là, s'était paré d'un bleu éclatant, presque irréel, après plusieurs jours de grisaille et de pluie fine. Antoine se réveilla avec une sensation étrange, comme une tension douce dans la poitrine, un mélange de nervosité et de calme. Il n'était pas homme à vivre dans l'émotion brute, encore moins à se laisser guider par le hasard. Mais cette journée avait quelque chose de particulier. Il la préparait depuis plusieurs semaines, en silence, avec discrétion, sans l'annoncer à Claire, et encore moins à Élise. Ce qu'il s'apprêtait à faire n'était pas spectaculaire. Ce n'était ni une démonstration de richesse, ni une manœuvre pour marquer des points. C'était un geste simple mais chargé d'un sens qu'il espérait perçu au-delà des apparences. Il avait pris sur lui de tout organiser personnellement, refusant l'aide de Juliette ou de tout autre assistant. Il avait appelé lui-même la pâtisserie pour commander un gâteau sans allergène. Il avait choisi les guirlandes colorées dans une boutique de quartier, acheté des assiettes en carton décorées de petits animaux, sélectionné une playlist de musique joyeuse, ni trop enfantine, ni trop mature. Il avait transformé l'une des salles d'un centre culturel voisin, prêté pour l'occasion, en un lieu de fête discret mais soigné. Tout cela pour une seule raison. Élise allait fêter ses 10 ans. Un âge modeste, certes, mais symbolique. Et elle n'avait jamais eu de véritable fête. Claire avait été mise au courant quelques jours avant. Elle avait hésité, demandé si cela ne risquait pas de troubler la routine d'Élise, si ce genre de geste n'était pas trop brutal pour une enfant qui avait appris à ne pas attendre grand-chose. Antoine avait répondu simplement « Elle mérite un souvenir heureux, rien d'autre ». Claire avait fini par accepter, non sans appréhension. Elle avait vu trop de promesses creuses, trop de sourires de façade. Mais elle commençait à croire qu'Antoine ne cherchait plus à compenser, seulement à être là. Le jour venu, Élise fut conduite à la salle sans savoir ce qui l'attendait. Elle franchit la porte en tenant la main de sa mère, un peu méfiante, le regard interrogateur. Mais en voyant les ballons suspendus, la table dressée, les dessins accrochés au mur, tous inspirés de ses propres croquis, elle s'arrêta net. Elle resta silencieuse quelques secondes, puis se retourna vers Antoine. « C'est pour moi ? Pour toi, seulement pour toi ?» Il n'y eut pas de cri de joie, ni de larmes, ni d'exubérance, mais un sourire, lent, pur, immense. Et ce fut suffisant. Les autres enfants du centre, invités pour l'occasion, commencèrent à arriver, accompagnés par les animatrices. Il y avait de la musique, des jeux simples, des coloriages, un coin lecture. Antoine observa la scène de loin, assis à une table, un verre de jus de fruits à la main. Il ne s'imposait pas. Il était présent et cela suffisait. Claire s'approcha de lui en milieu d'après-midi. Elle le regarda longuement puis s'assit à ses côtés. Je dois reconnaître que je ne m'attendais pas à ça. Elle n'a jamais eu de fête d'anniversaire. Chaque année, je lui disais qu'on la fêterait plus tard, quand on aurait une maison, quand on aurait un peu plus de stabilité. Ce plus tard n'est jamais venu, jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas grand-chose. Pour elle, c'est énorme. Tu l'as vu, non? Elle a mis sa plus belle robe. Elle m'a demandé si elle devait dire un discours. Un discours, Antoine. Il sourit. Le genre de détail que seul un enfant peut envisager dans toute sa sincérité. Je ne savais pas comment marquer ce moment autrement. Alors j'ai pensé à ça. C'est une première pierre. Peut-être qu'elle la gardera en mémoire. Peut-être pas. Mais moi, je m'en souviendrai. Claire resta silencieuse quelques secondes. Tu comptes rester dans sa vie? Oui. Même quand ce sera moins festif. Quand elle fera des crises, des silences, des colères qu'elle ne comprendra même pas. Surtout dans ces moments-là. Claire hocha lentement la tête. Elle ne souriait pas, mais quelque chose en elle semblait s'adoucir. En fin de journée, le gâteau fut amené. Élise souffla ses bougies avec une concentration presque cérémonieuse. Pas de souhait murmuré, juste un regard vers sa mère, puis vers Antoine, comme si elle leur disait sans mots « Je vous ai vu. Je vous crois. Merci. » Mais au moment où Antoine pensait que rien ne pourrait gâcher cet instant, son téléphone vibra. Il hésita à décrocher, puis vit le nom s'afficher à l'écran. Un contact ancien, relié à une époque qu'il avait laissée en arrière. Il s'éloigna quelques mètres pour répondre la main sur l'oreille. « Antoine Morel ? Ici le capitaine Lemoine, de la gendarmerie de Bordeaux. Excusez-moi de vous déranger, mais nous avons besoin de votre attention sur une affaire concernant une certaine Claire Dubois. »
Il sentit un frisson remonter le long de sa colonne vertébrale. « Claire Dubois, vous êtes sûre ?» Affirmatif. Elle fait l'objet d'une plainte déposée il y a plusieurs années à Bordeaux, restée en suspens faute de localisation. Elle est désormais réactivée. Nous avons reçu une mise à jour de dossier et vous êtes mentionné comme contact actuel. Une plainte de quel type? Je ne peux pas vous en dire plus au téléphone, mais elle concerne un différend lié à la garde d'un enfant antérieur à votre rencontre avec elle. Antoine resta figé, incapable de répondre. Il avait besoin de comprendre, immédiatement. Il raccrocha, retourna dans la salle, le regard cherchant Claire. Elle riait doucement avec Élise, entourée des enfants. L'image était paisible, presque irréelle. Et pourtant, dans son esprit, tout s'était déjà assombri. Il s'approcha d'elle. Elle sentit immédiatement le changement. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-elle, inquiète. « Il faut qu'on parle. C'est sérieux. » Elle pâlit légèrement. « C'est à propos de Bordeaux, n'est-ce pas? Tu savais que ça pouvait ressurgir. Je ne pensais pas que ça arriverait maintenant. » Antoine la regarda désemparé. Il n'y avait plus de fête, plus de décoration, juste deux adultes confrontés au passé qui, encore une fois, refusaient de les laisser tranquilles. Le lendemain de la fête, l'ambiance dans le centre d'hébergement était tendue. L'écho des rires d'enfants avait laissé place à une atmosphère silencieuse, presque suspendue. Antoine n'avait pas dormi de la nuit. Il avait repensé à chaque détail, chaque mot échangé avec Claire la veille, à l'appel inattendu de la gendarmerie et surtout à l'expression de Claire lorsqu'il avait prononcé le mot « Bordeaux ». C'était une fissure dans un mur qu'il croyait désormais solide. Une faille dans la stabilité qu'il tentait de construire autour d'Élise. Assis à son bureau, le visage fermé, il tenait en main une feuille imprimée, un résumé juridique du dossier en question. Claire avait été accusée, 7 ans auparavant, d'avoir quitté Bordeaux avec un enfant qui, selon un jugement rendu en première instance, devait rester sous la garde de son père biologique, un homme nommé Marc Renier. Claire avait quitté la ville peu après, sans prévenir, abandonnant son logement, son emploi, et rompant tout contact avec les services sociaux. La plainte avait été classée comme non prioritaire après plusieurs années d'inactivité du plaignant, mais récemment, à la suite d'un signalement administratif lié à sa réinscription dans le système scolaire lyonnais d'Élise, le nom de Claire était remonté dans les bases de données judiciaires. Le dossier avait été rouvert. Antoine se leva, enfila son manteau et sortit. Il n'avait pas encore décidé s'il devait en parler à Élise, mais il savait qu'il devait faire face à Claire, et vite. Il la trouva dans une petite salle à l'arrière du centre, occupée à plier des vêtements avec d'autres résidentes. Elle leva les yeux en le voyant, posa lentement ce qu'elle tenait et s'approcha sans un mot. « On peut parler en privé ?» demanda-t-il. Elle acquiesça et le suivit dans un coin plus isolé. « Tu l'as lu, n'est-ce pas ?» dit-elle avant même qu'il ne pose la question. « Oui, et je veux entendre ta version, pas celle des tribunaux. La tienne. » Claire inspira profondément, puis parla, la voix posée mais tendue. « C'était il y a longtemps, très loin d'Élise. Je ne t'en ai pas parlé parce que je croyais que tout était derrière moi. Marc n'a jamais voulu d'un enfant. On vivait ensemble à Bordeaux. C'était une relation toxique. Il était instable, souvent absent. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, il m'a supplié d'avorter. J'ai refusé. Il a disparu quelques mois, puis il est revenu. Il disait qu'il voulait être père. Mais c'était du théâtre. Il n'était pas prêt. Il buvait, il criait. Parfois, il me poussait. Rien de cassé, jamais de bleu visible. Mais le climat était invivable. L'enfant est né. Un garçon. On l'a appelé Noah. Antoine écoutait sans intervenir. Et après, que s'est-il passé? Après 6 mois, il a voulu la garde exclusive. Il a engagé un avocat. Je n'avais pas les moyens. Il a obtenu une ordonnance provisoire. Il m'a accusé d'instabilité et de négligence. J'ai perdu la garde temporairement. Mais je savais que si je laissais Noah avec lui, il finirait blessé. Ou pire, j'ai fui. Oui, j'ai fui. J'ai pris mon enfant et je suis parti. On a changé de nom, changé de région. Mais à un moment, je n'ai plus pu subvenir à ses besoins. J'ai confié Noah à ma sœur. Officiellement, elle était sa tutrice. Puis j'ai rencontré Gabriel. On a tenté de reconstruire quelque chose. Élise est arrivée et j'ai coupé tout lien avec Bordeaux. Antoine sentit le poids de ses paroles s'infiltrer lentement dans sa perception de Claire. Ce n'était pas une justification.
C'était un pan entier de sa vie, enfoui, complexe, douloureux. Noah est toujours avec ta sœur? Il vit à Lille maintenant. Il a été adopté légalement par elle et son compagnon. Je n'ai pas voulu revendiquer mes droits. Je ne pouvais pas lui offrir une vie stable. Je voulais juste qu'il soit en sécurité. Antoine hocha lentement la tête. Et maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire avec cette plainte qui ressurgit? J'ai peur, je ne vais pas mentir. J'ai peur qu'il m'enlève Élise. Même si cette affaire ne la concerne pas, j'ai vu des décisions absurdes. Et si Marc décide de se mêler de tout ça pour me nuire, je ne suis pas sûr de pouvoir me défendre. Il se leva, fit les 100 pas dans la petite pièce. On va s'en occuper, ensemble. J'ai déjà contacté un avocat. Il va demander le gel provisoire du dossier, le temps que tout soit clarifié. Mais il faut que tu sois prête à dire toute la vérité, sans rien omettre. Le moindre détail caché pourrait se retourner contre toi. Je le ferai, pour elle. Antoine la regarda fixement. Il faut aussi que tu sois honnête avec Élise. Pas tout d'un coup, pas tous les détails. Mais elle doit savoir que quelque chose peut affecter votre quotidien. Qu'on va devoir se battre, mais qu'on est ensemble. Claire acquiesça. Il n'y avait plus de fierté blessée, plus de tension entre eux. Juste une conscience partagée du sérieux de la situation. Le lendemain, Élise sentit l'atmosphère différente. Claire s'était assise près d'elle, plus silencieuse que d'habitude. Elle ne posait pas de questions, mais observait tout. Antoine arriva en fin d'après-midi avec une pile de documents qu'il ne sortit pas. Il s'installa à côté d'elle. « Tu te souviens quand on a parlé des choses compliquées, celles qu'on ne voit pas mais qui existent quand même ?» Elle hocha la tête. « Il y a des moments où les adultes doivent affronter des erreurs du passé. Ta maman et moi, on est dans un de ces moments. Tu n'as rien fait de mal. Mais on pourrait devoir changer un peu notre routine, peut-être se défendre devant des gens qui prennent des décisions importantes. On va faire tout notre possible pour que ta vie reste stable, tu entends ?» Elle ne répondit pas tout de suite. « Je vais devoir partir ?»« Non, au contraire. On va se battre pour que tu restes là où tu es bien. Mais on ne voulait pas te laisser dans l'ombre. » Elle se rapprocha de Claire, s'adossa à elle, puis tendit la main vers Antoine. « Je suis prête. Si vous êtes là, je suis prête. » Dans ce geste simple, Antoine comprit que la confiance ne se gagne pas par des promesses, mais par la constance. Et que même les vérités douloureuses, si elles sont partagées avec loyauté, peuvent devenir une force. Ce jour-là, il sut qu'il ne reculerait plus, qu'il affronterait tout ce que le passé imposerait, parce qu'Élise valait chaque bataille. Le dossier de Claire n'était pas encore clos, et pourtant une nouvelle complication s'abattit sur la fragile stabilité qu'ils tentèrent de bâtir. Tout avait commencé par un courriel laconique, envoyé à Claire depuis une adresse professionnelle. Le ton était formel, presque froid. Elle l'avait lu sans réagir, puis l'avait posé sur la table sans un mot, comme si l'information qu'il contenait était trop lourde pour être absorbée d'un seul coup. Antoine, voyant son visage se décomposer lentement, avait saisi la feuille, l'a lue et comprit immédiatement. Une entreprise basée à Bordeaux, un ancien contact professionnel qu'elle n'avait pas revu depuis des années, lui proposait un poste à temps plein. Secrétaire administrative dans une coopérative agricole. Contrat de durée indéterminée. Logement inclus pour les 3 premiers mois. Reprise de poste immédiate. Ce n'était pas une offre anodine. Pour une femme comme Claire, sortie des circuits classiques depuis longtemps, c'était une porte qui s'ouvrait vers une autonomie réelle. Une stabilité rare, presque inespérée. Mais elle venait avec une condition. Tout laisser derrière. Reprendre une vie à Bordeaux, là où tout avait commencé, là où elle avait fui, là où potentiellement la justice pouvait encore l'attendre au tournant. Antoine comprit immédiatement ce que cela représentait. Ce n'était pas seulement une décision logistique, c'était un choix de vie. Et Claire allait devoir le faire dans l'urgence. « Tu ne peux pas l'accepter sans réfléchir, dit-il immédiatement. C'est trop dangereux. Et puis, Élise. »« Justement, Élise, répondit Claire. J'ai pensé à elle toute la nuit. Ce travail, ce logement, cette possibilité de respirer un peu, c'est pour elle que je l'ai envisagé, pas pour moi. Tu penses vraiment qu'un retour à Bordeaux, dans ces conditions, c'est une solution viable? Le dossier judiciaire est encore actif. Il pourrait être réactivé dès ton arrivée. Tu crois que j'ignore le risque? Je le connais mieux que toi, mais je suis fatigué de courir. J'ai envie de reprendre ma place dans la société. D'arrêter de dépendre des aides, des centres d'hébergement, des regards de pitié. Ce travail, c'est une clé, et je ne sais pas si une autre chance comme celle-là se représentera. Antoine se leva,
filait 100 pas, incapable de masquer son agitation. « Tu ne peux pas décider seul, pas maintenant. Tu ne peux pas imposer ça à Élise comme un fait accompli. Tu crois que je n'y ai pas pensé? Que je vais lui dire « On part demain, fais ta valise ?» Je ne suis pas irresponsable. Mais tu envisages sérieusement de l'arracher à tout ce qu'elle commence à construire ici, à l'école, à ses repères, à... Il s'interrompit. Il n'osait pas dire « à moi ». Il savait que ce mot-là serait trop lourd, trop intime. Mais Claire comprit. Elle s'assit, prit une profonde inspiration. « Je ne veux pas te l'enlever, Antoine. Ce n'est pas une guerre de territoire. Tu es important pour elle, et je ne peux pas ignorer ça. C'est pour ça que j'ai besoin de ton aide, justement. Pas pour m'empêcher de partir, mais pour m'aider à faire le choix le plus juste. » Ils restèrent silencieux un long moment. « Et si on lui demandait ?» proposa Antoine. « Elle est trop jeune. Elle est plus lucide que beaucoup d'adultes, et c'est sa vie. Sa voix doit compter. » Claire hocha lentement la tête. Elle savait qu'il avait raison, mais elle savait aussi que faire porter à un enfant le poids d'une telle décision relevait presque de la cruauté. Pourtant, Élise n'était pas une enfant comme les autres. Elle avait vu trop de choses, compris trop tôt des vérités que d'autres mettent une vie à saisir. Ce soir-là, ils l'appelèrent tous les deux. Ils s'assirent dans la salle commune, sans déguiser la gravité de la situation. Claire lui expliqua l'offre, le poste, le logement, les conséquences. Antoine resta en retrait, observant la manière dont Claire tentait de trouver un équilibre entre espoir et prudence. Élise écoutait, les mains croisées sur ses genoux. Elle ne parlait pas, elle absorbait. Quand Claire eut fini, la petite leva les yeux. Elle regarda sa mère, puis Antoine. « Si tu prends ce travail, je vais devoir partir avec toi ?» Claire hésita. Elle jeta un coup d'œil à Antoine, puis revint au regard de sa fille. « C'est ce que je pensais. Mais on peut en discuter. Ce n'est pas figé. Et si je restais ici, avec Antoine ?» La question tomba dans la pièce comme une pierre dans l'eau calme. Claire blêmit. Antoine se redressa, surpris. « Tu veux dire, sans ta mère ?»« Non, pas pour toujours. Juste un peu, jusqu'à ce qu'elle soit installée, qu'elle voie si c'est bien, si c'est sûr. Je ne veux pas retourner là-bas maintenant. Je ne me sens pas prête. Ici, je commence à comprendre les choses. À l'école, il m'écoute. Et Antoine, il est là, tous les jours. » Claire sentit sa gorge se serrer. Elle avait toujours protégé sa fille. S'être construite dans l'instabilité n'était pas un choix, mais une succession d'imprévus. Et maintenant, cette même fille faisait preuve d'une maturité qu'elle-même n'avait jamais osé espérer. « Tu ne serais pas triste ?» demanda Claire, la voix tremblante. « Un peu, mais tu m'appellerais, et je te rejoindrai bientôt. Ce ne serait pas un au revoir, juste un à bientôt. » Antoine, jusqu'alors silencieux, prit la main d'Élise. « Je ne te remplacerai jamais. Je ne suis pas là pour prendre ta place. Mais si elle reste ici un moment, je m'en occuperai comme si elle était ma fille. Pas pour t'éloigner, pour te soutenir. » Claire les regarda tous les deux, puis se leva. Elle sortit de la pièce, marcha dans le couloir, prit quelques minutes pour respirer. Lorsqu'elle revint, les larmes aux yeux, elle se pencha vers sa fille, l'enlaça longuement. « D'accord, » murmura-t-elle, « juste pour un temps. Mais je reviendrai, dès que tout sera en ordre. » Élise hocha la tête, le visage sérieux. « Je t'attendrai. » Ce soir-là, une décision irréversible fut prise, non pas dictée par l'urgence, ni par la peur, mais par un accord silencieux entre trois personnes, unies par des liens bien plus profonds que les apparences. Claire allait partir, Élise allait rester. Antoine allait devenir, au moins pour un temps, le pilier de leur fragile reconstruction. Rien n'était simple, mais c'était juste. La transition ne fut pas immédiate. Claire mit quelques jours à organiser son départ vers Bordeaux, veillant à tout laisser en ordre, avant de s'éloigner. Elle prépara Élise avec une minutie émotive que seule une mère peut appliquer. Elle rangea ses vêtements préférés dans une valise, y ajouta un carnet de croquis, ses 2 livres de chevet, une peluche déformée par le temps et une lettre pliée soigneusement qu'Élise ne devait lire qu'en cas de tristesse. Chaque geste semblait retarder un peu l'inévitable séparation. Antoine, de son côté, organisa les choses avec une rigueur discrète. Il contacta les services sociaux pour informer du changement temporaire de garde, signa des documents, offrit les garanties nécessaires. Il aménagea une chambre dans son appartement, repeignant les murs avec des teintes douces, installant un bureau près de la fenêtre, une étagère pour les livres
et un tableau magnétique pour accrocher les dessins. Le jour du départ de Claire, personne ne parla beaucoup. Élise garda la tête baissée durant le trajet jusqu'à la gare. Sur le quai, elle serra fort sa mère, sans pleurs, mais avec une tension visible dans le corps. Claire, elle, cacha mal son émotion. Elle glissa un dernier mot à Antoine avant de monter dans le train. « Si elle se sent mal, appelle-moi, même si c'est au milieu de la nuit. Je le ferai, mais je pense qu'elle va s'adapter. Elle est plus forte que nous deux réunis. » Le train partit. Antoine et Élise restèrent debout quelques instants, regardant les rails vides. Puis ils prirent le métro ensemble, en silence. À l'appartement, Antoine tenta de rendre l'arrivée la plus fluide possible. Il ne chercha pas à l'accueillir avec enthousiasme déplacé, ni à faire semblant que tout était normal. Il la laissa simplement découvrir sa chambre. Lorsqu'elle ouvrit la porte, elle resta un moment sans bouger, regardant chaque détail. Puis elle posa sa valise dans un coin, s'approcha du bureau et toucha du bout des doigts le petit carnet qu'il avait laissé là. Un cahier de croquis neuf, posé à côté d'un crayon à papier bien taillé. « C'est pour moi ?»« Oui, pour commencer ici, à ta façon. » Elle ne dit rien mais s'assit aussitôt et dessina un arbre, un grand arbre aux branches larges, sans feuilles. Puis, elle écrivit en bas de la page « Arbre qui attend ». Antoine vit ce qu'elle avait écrit, mais ne commenta pas. Il comprit que ce n'était pas seulement un dessin. C'était une déclaration d'intention. Elle ne s'installait pas. Elle attendait. Les premiers jours furent faits de petits ajustements. Antoine l'emmenait à l'école le matin, l'attendait à la sortie l'après-midi. Ils établissaient ensemble un rythme, des horaires, des règles simples, pas d'écran en semaine, dîner à la même heure, une activité calme avant le coucher. Élise respectait tout sans discuter, mais elle parlait peu. Ce n'était pas un mutisme hostile. C'était une observation constante, comme si elle évaluait ce nouveau monde avec précaution. Antoine, de son côté, s'adaptait aussi. Il modifia ses habitudes, écourta ses journées de travail, réorganisa son agenda. Juliette, son assistante, fut la première à remarquer la différence. « Tu n'as jamais été aussi ponctuel en fin de journée, » dit-elle un soir. « J'ai une raison valable, » répondit-il sans sourire. « Je n'en doute pas. Et tu as l'air moins crispé. » C'est ce que fait une responsabilité qu'on choisit. À l'école, Élise se montra studieuse. Elle rendait ses devoirs en avance, aidait les autres enfants en dessin. Un jour, la professeure principale demanda à rencontrer Antoine. « C'est une élève remarquable, dit-elle, un peu réservée mais très attentive. Elle a évoqué un changement de logement. Tout se passe bien de votre côté? Nous apprenons à vivre ensemble. C'est nouveau, pour elle comme pour moi. Elle semble vous faire confiance. C'est précieux. » Antoine repartit de l'école avec une fierté discrète, non pas celle des réussites sociales, mais celle de quelqu'un qui découvre une autre forme de construction, celle des liens humains. À la maison, les choses continuèrent à évoluer. Un soir, Élise demanda si elle pouvait l'aider à préparer le dîner. Il accepta. Ils épluchèrent des légumes ensemble, rient lorsqu'elle laissa tomber une carotte sur le sol, puis mangèrent côte à côte, sans télévision, sans téléphone. Juste eux deux. « Est-ce que maman t'écrit ?» demanda-t-elle. « Oui, tous les 2 jours. Elle m'a dit qu'elle commençait à s'habituer. Le travail est prenant, mais elle tient bon. Elle me manque. Elle aussi, tu lui manques. Tu crois qu'on pourra aller la voir un jour ? Bien sûr. On ira dès qu'elle sera bien installée. Et en attendant, on peut l'appeler autant que tu veux. » Élise hocha la tête. Puis, comme pour clore la conversation, elle demanda à dessiner un peu avant d'aller dormir. Antoine l'observa dessiner une maison cette fois. Une grande maison avec 2 fenêtres, une porte ouverte et un arbre sans feuilles, mais avec un oiseau posé sur la branche. « Comment s'appelle ce dessin ?» demanda-t-il. « Maison qui écoute. » Il ne répondit pas. Il rangea la table, fit la vaisselle, éteignit les lumières une par une. Puis il s'assit dans le salon, un livre à la main, sans vraiment lire. Il pensait à Claire, à Gabriel, à tout ce qui avait mené à cette nouvelle routine. Rien n'avait été planifié. Et pourtant, chaque jour semblait plus cohérent que le précédent. Un soir de dimanche, ils se rendirent tous les 2 au cimetière de la Croix-Rousse, là où reposait désormais Gabriel, après qu'Antoine avait fait rapatrier ses cendres depuis Montélimar. Devant la pierre sobre, Élise déposa un petit dessin plastifié, une silhouette d'homme, une fillette et un arbre. Toujours cet arbre. « Il est là, papa ?» demanda-t-elle.
Il est ici, oui. Pas comme on le voit avec les yeux, mais il est là. Alors il sait? Je crois qu'il savait déjà. Avant nous, elle ne dit rien. Elle resta debout, droite, puis recula d'un pas. On peut rentrer? Quand tu veux. Ils quittèrent le cimetière sans se retourner. Dans les semaines suivantes, Antoine reçut une notification de la mairie. Une démarche administrative, initiée par Claire, avait été validée. Il n'en parla pas immédiatement à Élise. Il attendit le bon moment. Mais il savait que bientôt, un autre pas devrait être franchi. Car cette maison qui écoute, cet arbre qui attend, cette routine désormais stable, tout cela n'était que le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre qui allait bientôt exiger un choix plus grand encore. Les semaines s'enchaînèrent avec une régularité presque inespérée. Élise s'était intégrée à la vie d'Antoine avec une aisance surprenante. Leur quotidien était rythmé par des gestes simples. Le petit déjeuner partagé en silence, les trajets vers l'école, les devoirs en fin d'après-midi et le dîner où chacun racontait à sa manière ce qu'il avait retenu de la journée. Ils n'avaient pas eu besoin de promesses grandiloquentes ni de déclarations d'intention. Ce qu'ils construisaient ensemble prenait forme dans le concret. Antoine, souvent habitué aux structures rigides du monde professionnel, avait appris à improviser, à s'adapter aux humeurs d'une enfant, à ses silences comme à ses éclats soudains de joie. Élise, de son côté, avait cessé d'attendre un effondrement à chaque tournant. Elle avait commencé à croire à la continuité, à la solidité discrète de cette présence masculine qui ne fuyait pas. Claire appelait régulièrement, souvent le soir, et parlait longuement avec sa fille. Elle décrivait son travail, son nouveau logement, les démarches administratives qu'elle menait. Elle n'exprimait pas de regret, pas de tristesse apparente. Mais dans le ton de sa voix, Antoine devinait une forme de soulagement mêlé à une vigilance constante. Elle savait que cette configuration, si fragile soit-elle, fonctionnait, et elle avait décidé de la préserver, même si cela signifiait être momentanément en retrait. Ce fut Claire qui proposa officiellement la démarche. Un soir, elle appela Antoine pour lui demander s'il serait prêt à envisager une forme de garde partagée, officialisée devant les autorités. Elle ne parlait pas d'adoption, ni de transfert définitif, mais d'une reconnaissance légale de la situation actuelle. Élise vivait avec lui, dépendait de lui au quotidien, et méritait d'être protégée juridiquement par cette réalité. « Je ne te demande pas de devenir son père, dit-elle. Elle en a eu un, elle l'a perdu. Mais tu es son repère, son refuge. Et si un jour quelque chose m'arrivait, je veux qu'elle soit en sécurité, pas à la merci d'un système qui ne nous a jamais protégés. » Antoine ne répondit pas tout de suite. Il connaissait le poids de ce qu'elle proposait. Ce n'était pas une faveur, ni une obligation morale. C'était une reconnaissance profonde. Il accepta. Les démarches prirent du temps. Des réunions, des formulaires, des entretiens avec des psychologues mandatés par le juge. Antoine dut prouver qu'il disposait de conditions d'accueil stables, qu'il avait bien compris la responsabilité engagée. Claire fut interrogée à distance, fit valoir sa confiance en Antoine, sa volonté de partager légalement cette responsabilité parentale. Élise, elle aussi, fut entendue, dans un cadre bienveillant mais formel. On lui demanda si elle se sentait bien là où elle était, si elle voulait que cette organisation continue, si elle avait envie que cela devienne officiel. La réponse fut sans détour. Oui, parce que maintenant je n'ai pas seulement une maison, j'ai une famille. Le jour de l'audience fut fixé un mois plus tard, dans un tribunal pour enfants de Lyon. Antoine y arriva tôt, vêtu sobrement, les documents classés dans une chemise rigide. Élise portait une robe bleu clair choisie la veille avec soin et tenait à la main un petit dessin plié qu'elle refusait de montrer avant le bon moment. Claire avait fait le déplacement depuis Bordeaux et les attendait devant le bâtiment, droite malgré la fatigue du trajet. Lorsqu'elle vit sa fille, elle l'enlaça sans un mot. Elles restèrent un long moment dans les bras l'une de l'autre, puis entrèrent ensemble. L'audience se déroula dans une salle sobre, sans l'austérité glaciale des tribunaux pénaux. Le juge, une femme d'une 50aine d'années au regard vif, les salua avec humanité. Elle demanda d'abord à Claire de confirmer sa demande de garde partagée. Elle le fit sans hésitation. Puis ce fut au tour d'Antoine. Il déclara calmement son engagement, sans détour, affirmant que la stabilité d'Élise était devenue, pour lui, une priorité absolue. Enfin, le juge s'adressa directement à la petite fille. « Élise, tu sais pourquoi tu es ici ? » ?»« Oui. »« Et tu es d'accord avec ce que ta maman et ton oncle ont demandé ? » ?»« Oui. »« Tu veux dire quelque chose ?» Elle hocha la tête.
sortit le dessin de sa poche et le déplia. Elle le tendit à la juge. Dessus, on voyait 3 silhouettes. Une femme, un homme, une fille. Tous les 3 sous un même toit, avec un soleil au-dessus. En dessous, Élise avait écrit une phrase simple. « J'aimerais que ce soit ma vraie famille. » La juge lut la phrase, leva les yeux vers elle, puis vers Antoine et Claire. « Eh bien, je crois que tout est dit. » Le jugement fut rendu dans la foulée. Antoine Morel devenait officiellement le tuteur légal partagé d'Élise, aux côtés de Claire. Ce statut leur permettait de prendre ensemble les décisions importantes, de garantir les droits d'Élise dans toutes les situations administratives, médicales, scolaires. Rien ne changeait fondamentalement dans le quotidien, mais tout prenait désormais une valeur légale, officielle, indiscutable. À la sortie du tribunal, Antoine marcha en silence, la main d'Élise dans la sienne. Claire les suivait à quelques pas de distance. Au bout de quelques mètres, Élise s'arrêta, leva la tête vers Antoine. « Est-ce que ça veut dire que je porte ton nom maintenant ?» Il s'accroupit à sa hauteur. « Non, tu gardes le tien. Mais si un jour tu veux que je sois aussi sur ton papier d'identité, on pourra en discuter. Ce n'est pas le nom qui fait la famille. Mais maintenant, c'est comme si tu étais un peu mon papa, non ?» Il resta un instant sans répondre, puis hocha doucement la tête. « Un peu, oui, si tu veux. Je veux. » Ils reprirent leur marche. Ce jour-là, ce n'était pas seulement un nom qui avait été inscrit sur un document. C'était une histoire entière qui venait d'être reconnue. Une famille inattendue, construite à contre-courant, née d'un hasard douloureux et d'une chaîne de décisions courageuses. Antoine, qui n'avait jamais envisagé d'avoir un enfant, avait trouvé dans ce lien improvisé une forme de vérité qu'aucun contrat, aucune entreprise, aucune réussite sociale ne lui avait jamais donnée. Claire, qui avait porté seule des années de silence, venait de confier une partie d'elle-même à un homme qu'elle avait appris à estimer sans condition. Et Élise, qui n'avait demandé qu'une assiette pleine et une présence sincère, avait trouvé bien plus, un foyer. Le soir, à table, ils trinquèrent au jus de pomme sur proposition d'Élise. Claire repartait le lendemain. Mais cette fois, il n'y avait ni angoisse, ni incertitude. Juste une certitude partagée. Peu importe la distance, désormais, ils étaient ensemble.